J'accroche mon vélo rapidement, je suis un peu à la bourre pour aller rencontrer notre personnalité du jour, inspirante, sympathique, tendre, bref, je me dépêche. Oh là là, il fait beau! Et ça, je suis certaine que c'est grâce à notre invitée. Elle nous a ramené le soleil et la joie de son sud natal. Il flotte dans l'air comme une atmosphère de petit bonheur. Ça fait plusieurs mois que je lui cours après. Des SMS, des WhatsApp, des bisous. La vie m'a réservé bien des surprises, comme le titre de son livre, puisque le phénomène Véronica est bientôt face à moi. Une évidence de parler ménopause avec celle qui a été l'une des premières à aborder le thème sur les réseaux. Parce que moi, ce que j'aime chez elle, c'est son franc-parler, son côté meilleur ami, sa manière de se relever de tout pour faire face aux épreuves et sa force d'entrepreneuse suivie par des centaines de milliers de femmes sur Instagram. Mais moi, je la suis. Et pour vous donner une petite idée, le magazine Forbes la décrit comme la personnalité la plus influente auprès des femmes de plus de 50 ans qui entendent bien occuper le terrain. Alors forcément, ça me parle. Allez, venez, on va oser prendre Véronica Loubry dans les bras et je vous préviens tout de suite, on va plus la lâcher. Oh, dis-donc, il est tellement beau cet hôtel, je le connaissais pas du tout. On va demander où est-ce qu'on peut s'installer. On va aller voir. Venez avec moi, je vous emmène. Bonjour. Donc on est face à un jeune homme fort sympathique qui nous amène. Ah mais oui, on est là. On est dans le jardin en fait. Oh là là, on est royal. C'est magnifique. Écoutez-moi, je veux bien un thé s'il vous plaît, monsieur. Voilà, on est assis, on est bien installé. Il est très beau cet hôtel. Ah, la voilà. Elle arrive. Mais je suis tellement contente. Ma Elsa, trop. Je l'ai attendu ce moment. C'est vrai, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. C'est un moment qui s'est prolongé. Mais je suis méga contente. Et c'était obligé que je te voie. C'était obligé que je fasse ce podcast. Je suis trop fière. C'est normal que ça soit obligé. T'es une des premières à avoir parlé de ménopause sur les réseaux sociaux. C'est vrai. On peut pas faire ça sans toi. C'est vrai. C'est pas possible. C'était obligatoire. Et quand tu as parlé de ménopause, comment les gens ont réagi? Comment les femmes ont réagi? Mais elles étaient trop contentes, Elsa. Au début, elles me mettaient des messages en MP. Elles me disaient merci. Enfin, elles me disent toujours merci, mais elles me disaient merci d'en parler. Parce que je te jure, que la première fois que j'ai prononcé ménopause, mon homme, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles de ménopause? Je dis oui. Et elles en ont besoin. Et pourquoi toi, t'as eu besoin d'en parler? J'avais besoin parce que je sais qu'on était plein dans ce cas-là. Et que je les rencontrais, mes copines ou mes amies. Je savais qu'elles aussi. Tu en parlais avec elles? Oui, on en parlait toutes. Et c'est bien d'en parler, c'est très important. J'avais une copine qui m'avait dit qu'elle était au sport d'hiver. Et elle était dans un restaurant quand une bouffée de chaleur est arrivée. Elle est sortie, elle a enlevé totalement sa combinaison et elle s'est assise dans la neige toute nue. Et je lui fais n'importe quoi. Je pouvais pas la croire que ça existe. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais il y a un vrai souci alors de bouffée de chaleur, là. Là, il faut s'y pencher, il faut en parler. C'est comme ça que c'est venu. Mais j'ai eu cette chance de pas avoir tous les symptômes. Exact, tous les symptômes. J'avais juste des bouffées de chaleur, c'est tout. Donc t'as pas ressenti à part les bouffées de chaleur, t'as pas eu d'anxiété, rien. Quelle chance. Rien. C'est bien aussi qu'on puisse le dire, qu'on puisse rencontrer, parce que jusqu'à maintenant on a quand même eu beaucoup de femmes qui avaient des symptômes importants, tu vois, comme les miens par exemple. Oui. Tandis que donc c'est bien aussi d'entendre quelqu'un qui a vécu cette ménopause plutôt de manière positive. Mais complètement positive. Et je l'ai vécu tout doux, comme ça glisse. J'ai vieilli. Tu vieillis, C'est la peau, t'es d'accord? Ouais. Il y a plein de choses qui changent. Ce sont des cycles. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau cycle. Mais moi, j'appelle ça comme ça. J'ai tourné le dos à un pan de vie. Voilà. Après, next. Moi, je dis souvent next. C'est comme quand je fais les looks, que je fais allez, next. C'est pareil pour ma vie.
Et à un moment donné, tu tournes la page. Quand j'avais des bouffées de chaleur, je te jure que c'est vrai. Je me disais, ok, il faut que tu gères, il faut que tu les canalises. Ça va bien se passer. Il y aura pas d'autres symptômes. Et en fait, je me auto-parle très régulièrement. Et tu faisais quoi? Tu respirais? Je respirais, je faisais les cohérences cardiaques. Je me disais, ça va bien se passer. Il y aura pas d'autres bouffées de chaleur aujourd'hui. Voilà, je suis vraiment comme ça, moi. Et donc, quand tu dis je me parle, ça veut dire quoi? Je te demande des détails, hein. Ça peut paraître mais neuneux, mais genre, mais... ça veut dire quoi? Le matin, tu te réveilles, tu dis, bon, ok, aujourd'hui, ça va bien se passer. C'est ça que tu fais? C'est exactement ça. Je fais mes respirations et je me dis, ok, aujourd'hui, en fait, je dis toujours, demande à l'univers et il te répondra. Et en fait, même pour le cancer, de mon homme, pour tout, je demande à l'univers. Et le matin, je me dis, tout va bien se passer, c'est une belle journée. Mais c'est idiot, hein, ce que je te dis peut-être. Non. Moi, je vis dans le sud de la France, donc je me mets face au soleil, j'écoute les oiseaux et je me dis, aujourd'hui, il va pas y avoir de problème. Et pendant la ménopause, je me disais ça. Je me disais, ok, pas de symptômes. Ah ouais. Et est-ce que parce que tu dors mal, tu dis que tu dors mal. Peu. Tu dors peu. Et pareil, parce que moi, à la ménopause, par exemple, oui. je dors plus du tout. C'est vrai. Donc ça a accentué? Oui. Ça, en revanche, c'est vrai. Je dormais pas. Tu vois, non. on trouve des petits symptômes. Non, c'est quand vrai, même. c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je dormais peu, mais là, je dors plus du tout. Ah oui, carrément. Je dors 4 heures par nuit. Mais je me suis toujours dit, tu vois, au lieu de me dire c'est la ménopause, et là où tu as raison, c'est que tu viens de me faire comprendre que c'était la ménopause, mais moi, tu sais ce que je me suis dit, c'est mon papa, il dort 4 heures par nuit, donc je me suis dit, tiens, je suis comme mon père. J'ai pas à chercher que c'est... Tu vois, en fait, dans mes cases, je les mets où je veux. Si tu veux te dire que c'est la ménopause, c'est la ménopause. Et ça va peut-être accentuer. Moi, je me suis dit, mon père, il dort pas, il dort 4 heures par nuit, je suis comme lui. Voilà. Mais c'est grâce à toi aujourd'hui que je viens de comprendre que c'était la ménopause. Parce qu'en fait, dans ma vie, un moment de la ménopause est arrivé. Des séparations, plus l'arrivée de mon amour. Enfin, donc, en fait, tout ça, ça fait que j'y ai pas trop pensé. Je l'ai mis de côté. Je l'ai mis dans une petite boîte. Exactement. Allez, toi, je te mets dans une petite boîte. Je viendrai te retrouver après. C'est exactement ça. Mais c'est qu'il y a plein de choses comme ça. Dans ma tête, je me visualise comme un, tu sais, les greniers dans le temps, là, avec les tiroirs. Oui, je vois très bien, j'adore. Et en fait, quand je me dis, ok, ça, tu le mets dans le tiroir. Parfois, il y a des choses que j'ai envie de sortir, même dans mes coups de gueule. Je me dis, ok, range-le, parce que là, ça va être terrible, le coup de gueule. Mais c'était pareil avec la ménopause. T'as dit que tu recevais donc 300 à 400 messages par jour. J'aimerais bien savoir, par rapport à la ménopause, qu'est-ce que les femmes te disent? Quelles sont les demandes? Comment on peut répondre aux demandes des femmes? La première demande, c'est justement les bouffées de chaleur. Quand j'ai commencé à travailler avec Vallée Bio, et qui sourçait tout ce qui était bio partout, elle me dit, est-ce que tu voudrais faire un produit avec nous? Je dis, le produit que je voudrais faire avec vous, c'est un seul. Que mes Insta-amis n'aient plus de bouffées de chaleur. On a sourcé les bons produits, on a mis 2 ans et demi avant de développer, et voilà. Et maintenant, j'ai développé ce complément alimentaire depuis maintenant 3 ans. Et alors, qu'est-ce qui fait ce complément alimentaire? T'as plus de bouffées de chaleur à 97%, 98% des femmes. Oui. Ok. Mais pas le reste. Je vais commencer demain. T'en as des bouffées de chaleur? Non, parce que je suis sous traitement hormonal. Donc en fait, j'ai plus de bouffées de chaleur. Donc t'es contente? Ouais, je suis très contente. Parce que moi, je connais pas ce truc hormonal. Ouais, toi, t'as pas pris. Non. Toi, t'as une hygiène de vie, par exemple. Oui, j'ai une vraie hygiène de vie. C'est quoi ton hygiène de vie? Mon hygiène de vie. La vérité, c'est que La vérité, c'est que t'as mangé un pain au chocolat ce matin. Mais je mange, moi, ça m'a rassurée. Je me suis dit, tous les jours. Je mange un pain au chocolat. Je mange tous les jours des pains au chocolat. Mais c'est vrai qu'avec mon compagnon, du coup, on est passé, il y a plus de pain blanc et tout ça. Mais moi, je suis une épicurienne, moi, hein, attention, hein. Mais non, je fais pas attention à ce que je mange. Si tu fais attention à ce que tu manges tout le temps, ça devient une obsession. Et il y a rien d'obsessionnel chez moi. Tout doit être naturel. Et je veux pas rentrer dans cela. Mais parfois, en revanche, et ça, c'est l'oncologue qui me l'a dit, je fais le régime de 16 heures, là. Parfois, j'arrête de manger à 14 heures et je laisse mon corps au repos. Je reprends le demain matin. Et le demain matin, je cartonne le petit déjeuner, écoute-moi. Hein. 10 comme ça. Mais voilà. Et ça fait du bien. Le corps épuise là où il doit puiser. Je le fais 2 ou 3 jours et je laisse 10 jours passer et je le refais. Voilà. C'est le seul truc. Le jeûne intermittent, ça s'appelle. Je suis pas très calée là-dessus, mais moi, j'arrête à 14h30 de manger. Mais là, les conseils que je donne, c'est plus marcher, ça fait du bien au cœur. Tu vois, mes parents habitent un appartement. Ça fait 40 ans qu'ils habitent au 4e étage sans ascenseur. Mon papa, il fait 80 km de vélo. Ma maman, elle est classée au tennis. Et en fait, je pense que l'activité, ça serait la chose numéro 1 que je devrais dire aux femmes qui nous écoutent. Pratiquer une activité. Quelle qu'elle soit. Du vélo, de la marche, s'aérer. Essayer de sortir, même si vous habitez Paris, un tout petit peu dans des endroits verts. Et ça serait déjà bien.
Dans ton livre, tu parles beaucoup de ton amoureux. Ton livre dont on n'a pas cité le nom, La vie m'a réservé bien des surprises. Il a fait partie de ces surprises? Ah oui, ça il fait vraiment partie de ces surprises de la vie. Quand tu t'y attends pas, quand tu t'es dit que voilà, t'as 48 ans, 49 ans, tu vas rester sur le carreau, que la vie, ça va être que tes enfants. Déjà, c'était que tes enfants et que voilà, tu te dis tu vas plus rencontrer quelqu'un. C'est difficile le grand amour. C'est difficile moi, je me dis que c'est pas donné à tout le monde de rencontrer la personne avec qui tu vas finir le bout de chemin et que tu sais que c'est elle, tu te dis. Et il est arrivé comme ça, comme une surprise, comme tu dis, effectivement, ça fait partie des surprises de la vie. Et voilà, ça fait 8 ans et demi que nous sommes ensemble et c'est mon dernier parcours, quoi. Pourquoi tu dis, à 48 ans, voilà, je me disais, j'allais être plus qu'avec mes enfants. C'est d'ailleurs je me le dis, Ouais. moi aussi, honnêtement, à 50 ans, Tu c'est aussi vois. un truc que je me dis, mais pourquoi on se dit ça, à ton avis? Parce que nous, les femmes, enfin, en tout cas, je pense qu'il y a une catégorie de femmes. Alors, elles sont pas toutes pareilles. Moi, je suis quelqu'un, je me sous-estime. C'est pas ce que je veux dire, mais je me disais, je suis fataliste. Alors, je me disais, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis destinée maintenant à élever mes enfants jusqu'à temps qu'ils se marient. Et puis, ne pas avoir d'homme. Je suis pas quelqu'un qui sort. On se ressemble énormément, Elsa. Je ne sors pas. Je ne bois pas. Je ne fais rien. Je suis tranquille à la maison. Je suis une vraie casanière, mais une vraie casanière. C'est mon côté provincial et provençal maintenant. Et du coup, je me disais, voilà, hein, c'est fatalement, je vais rester seule et je vais pas rencontrer l'âme sœur. Il y avait un truc aussi avec l'âge. Est-ce que tu te disais, en plus je vieillis, enfin, tu vois, est-ce que tu te posais ces questions-là? Oui, moi, c'est ça. Je me disais aussi, en fait, je dis souvent, je suis vieille. Je me disais, voilà, t'as 48 ans, même si je me trouvais pas vieille à l'intérieur, je me disais, voilà, c'est comme ça. Mais il faut pas penser comme ça. Maintenant, avec le recul, je vois qu'il y a des gens qui vivent des très belles histoires, 55 ans, 60 ans, dernière partie de vie, le dernier chemin ensemble. Tu peux à 55, 60, même 65 ans. L'autre jour, j'ai vu en chimio d'ailleurs un couple, j'ai parlé avec eux et il m'a dit, moi j'ai 65, elle a 67, on s'est connus il y a 2 ans et ils vivent une histoire d'amour incroyable. Donc en fait j'avais tort et c'est bien aussi de reconnaître. Mais à l'époque où ça s'est passé, il y a des moments dans ta vie tu dis ça va être comme ça et le destin il en a décidé autrement. Donc en fait, tu as vécu ce parcours de ménopause à ses côtés. À ses côtés. Tu peux nous raconter ça? C'est un mec génial parce que justement, il m'a pas fait sentir. À un moment donné, je me suis mis la tête dans le congélateur et j'ai vu, on était dans un endroit, j'ai vu, il était dans le congélateur, je me suis dit, c'est maintenant là parce que j'ai une bouffée de chaleur et j'ai vu que discrètement, il avait fait comme s'il avait pas vu. Ouais. Et c'est la grande classe. Mon homme, c'est la classe. On n'a pas parlé sexe. Est-ce qu'on peut parler sexe? Oui, bien sûr. Est-ce que toi, t'as ressenti une sécheresse vaginale ou rien? Rien. C'est quand même difficile de faire une émission sur la ménopause avec toi, alors que tu n'as que des bons symptômes. Tu m'as dit, c'est pas juste. Tu m'as dit que ça commence à m'énerver un petit peu. Non, moi, j'ai rien eu de tout cela. Et là, j'ai apparemment le syndrome du cœur brisé, ça s'appelle. J'ai des docteurs qui m'ont dit ça parce que ça va faire 1 an, que ça fait 1 an que j'accompagne mon compagnon avec ce cancer. Et en fait, j'essaye de mettre cette douleur dans une case. C'est la plus difficile. C'est plus difficile que la ménopause. Ça a été plus difficile que tout. Cette douleur, elle sort pas de mon cœur pour l'instant. Mais je vais la mettre dans une case. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut que tu la transformes, que tu vives avec. Je la transforme. Si je dois vivre avec, c'est douloureux. Parce que là, je prends des médicaments et tout, mais c'est douloureux. Le syndrome du cœur brisé, c'est les artères qui se gonflent et qui font mal, alors que le cœur n'a pas de problème. Mais il est brisé par un moment de notre vie qui a fait mal. Mais je vois bien ce que tu vis, puisque moi j'ai accompagné ma mère 6 ans. En fait. Ouais, je sais. Donc je sais ce que c'est être aidante. C'est très difficile. Comment tu vis ce moment? Être accompagnant, aidant, comme tu dis, personne peut comprendre, mais ça va être le futur de beaucoup de gens. Parce que malheureusement, il va y avoir de plus en plus de cancers. Malheureusement, il va falloir qu'on aura tous quelqu'un autour de nous qui aura le cancer et ça va aller de mieux en mieux parce que la recherche, elle est de plus en plus importante et on guérit beaucoup du cancer aussi. C'est ce que je veux dire dans ce podcast parce que mon homme a vraiment un gros cancer et ça fait 1 an alors qu'on lui donnait, les médecins avaient dit on fera tout pour vous prolonger la vie mais 2 mois, Elsa. Donc Non. Ah oui. On en est à 1 an. Donc ça, tu vois, c'est de l'espoir. On est là, on encaisse, mais on doit donner de l'espoir aussi. On peut pas parler que du négatif. Alors,
on va te demander d'oser jouer à un petit jeu avec nous. Ok. Tu as le choix uniquement entre ces deux réponses, j'ose pas. D'accord. Ok. Allez. Est-ce que tu oses dire que tu es ménopausée? J'ose. Est-ce que tu oses dire ton âge? J'ose. Est-ce que tu oses dire que tu as du succès? J'aimerais oser, mais j'ose pas trop. Est-ce que tu oses dire que tu as connu des échecs? Ah oui, j'ose. Ouais. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des échecs qui ont été plus importants que d'autres, qui t'ont permis ou qui t'ont fait qui ont été très douloureux et qui t'ont permis de rebondir? Oui, j'en ai eu plein d'échecs, plein d'échecs. Justement, j'en parle beaucoup dans le livre aussi des échecs. J'ai eu plein d'échecs dans ma vie, dans le travail, parfois en amitié. L'année dernière, j'ai eu mes plus gros échecs d'amitié, et à la fin du livre, je dis merci à ceux qui sont sortis de ma vie. Et ça, la maison d'édition m'a dit, mais c'est la première fois que quelqu'un remercie des gens d'être sortis de leur vie. Emmanuel, mon attaché de presse, elle rigole, mais c'est vrai, parce que ils m'ont dit, vous êtes sûre, vous voulez écrire ça, Véronica? Je dis, mais oui, parce que c'est une libération. Ça faisait partie des échecs et je les ai mis en positif, tu vois. Mais j'en ai eu, bien sûr, des échecs, oui. Oui, c'est ça, tu transformes pas mal, en fait. C'est vrai, t'as tout compris. Je suis un transformer. Est-ce que tu oses ou tu n'oses pas dire merci à ceux qui t'ont aidé? J'ose. Je remercie Dominique Cancien, je remercie tous les gens qui m'ont mis un pied à l'étrier, je remercie tous les gens qui m'ont mis, devant la lumière. Est-ce que tu oses ou tu n'oses pas dire merde à ceux qui t'ont mis des bâtons dans les roues? Ah, justement? mais alors là, grave. Ah, mais j'ose, mais alors. Et puis je suis très rancunière. Quelqu'un qui m'a fait quelque chose il y a 30 ans, ah, ça, c'est pas beau d'être rancunier. Non, c'est parce que surtout ça te bouffe, c'est ridicule. Mais le problème, c'est que je suis rancunière, mais ça me bouffe pas. Parce que je l'ai mis dans la case qu'il faut pas que ça me bouffe. Tu comprends? C'est one step devant, one step derrière. Donc, ah ouais, j'ose grave, mais je suis vraiment quelqu'un qui dit, ça m'a coûté beaucoup. Et dans ma carrière. Et maintenant, parce que quand j'ai envie de dire merde, je suis en procès avec une marque parce que je dis ce que j'ai à dire. De tout. Et ça me fait un bien fou, Elsa. Ah oui, ça pas être gentil avec tout le monde. Ah, mais ça fait du bien. Est-ce que tu oses dire quand tu es fatiguée? Je vais oser. J'ose pas dire quand je suis fatiguée. Parce que t'as pas envie de te plaindre parce qu'à côté ton amoureux souffre? Exactement. J'ai pas le droit. Je sais pas. Moi, je me suis beaucoup plainte quand ma mère était très malade. Je crois qu'on a le droit aussi. C'est vrai, c'est ce que je dis, c'est ce que je t'ai dit, je vais oser. Oui, je vais oser, ça va me faire du bien. Je vais oser me poser et oser me dire que je suis fatiguée. Oui. T'as le droit de dire que ça va pas. C'est vrai. T'as raison. Mais c'est vrai. Parce que tu vois, je crois, là, je te parle comme s'il y avait pas le micro, mais il y a le micro quand même. Mais parce que parfois, toi qui justement es sans façade, tu vois, eh bien, ça peut être aussi une façade de dire que ça va, alors que finalement, c'est quand même très dur ce que tu vis. Ah oui, ça c'est sûr. Tu vois, c'est sûr. Donc évidemment que t'as le droit de dire que t'es triste. Ouais. Mais quand je le fais, je vais dans ma forêt, je hurle, ou je vais toute seule le matin à 8h devant ma Sainte-Victoire là-bas, devant le barrage, et je dis ça va pas là ce matin, il faut que, et je pleure, mais jamais devant lui. Voilà. Je fais ça, mais derrière, toute seule. Oui. Donc, c'est vrai que je me le dis, t'as raison un petit peu quand même, mais je vais le faire encore plus. Et est-ce que t'oses ou tu n'oses pas dire que la vie est belle? J'ose. Mais que la vie est belle. J'ai l'impression que tu as tordu le cou à plein de choses quand même. Tu vois, plein d'idées, par exemple, préconçues, que justement, la femme de 50 ans, elle est trop vieille pour ci, elle est trop vieille pour ça. Enfin, tu vois, il y a un regard sociétal qui est quand même très important sur nous. Et toi, au contraire, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu as explosé. Ah oui. Assez tard, finalement. Assez tard. T'avais quel âge quand t'as vraiment explosé sur les réseaux? Il y a 5 ans. Donc j'ai 55, il y a 5 ans. À 50 ans. À 50 ans. Et en fait, j'avais fait la télé pendant tellement d'années que tout le monde me disait à chaque fois dans la rue, oh, on vous voit plus, c'est dommage, on vous aimait beaucoup à la télé, vous étiez the girl next door, je dis toujours ça, la fille d'à côté. Et en fait, ma fille, à 10 ans, elle m'a dit, maman, il y a un réseau, c'est Instagram. Elle faisait Snapchat ou je sais pas trop quoi. Et elle m'a dit, maman, c'est Instagram. J'ai commencé à me mettre dessus, il y a 10 ou 12 ans.
j'ai adoré tout de suite. Et quand les premières stories, je te jure Elsa, les premières stories, quand elles sont apparues, c'est ma fille aussi qui m'a dit, demain maman, ils installent des stories comme Snapchat. Ça durait à l'époque 10 secondes. Tu vois, là c'est 1 minute la stories. J'ai dit non, arrête. Elle m'a dit, on la fera la première ensemble. Et on a fait la première story ensemble. Et en fait, pour moi, c'est la continuité de la télévision. Tu vois, pour moi, c'est, je continue ma télé, mais je suis ma productrice. Je fais tout. Voilà, c'est moi qui décide de mon programme. Et moi, j'étais quelqu'un de très autodidacte et je déteste qu'on me donne des choses à faire. Donc en fait, avec Instagram, c'est ma télé, mais c'est moi qui décide. Et donc j'ai décidé de tout montrer. Voilà, de tout montrer. Les bonnes, les mauvaises choses. On triche pas. Et en fait, dès le début, j'ai dit ok, pas de filtre. On s'assume. Et là, hier soir, à la dédicace, je te le jure, les femmes, elles me disaient merci de nous on n'a plus de complexe avec vous. On n'a pas de complexe parce qu'effectivement il y a les rides là, il y a les rides là, il y a alors hier c'était catastrophique, on a rigolé parce que toutes les photos, écoute-moi, j'ai le pull qui se soulève et j'ai ces espèces de bourrelets sur tout. Ouais, alors Véronica donc me montre son bourrelet qui est un minuscule, non, un bébé bourrelet. Non, mais alors c'est parce qu'elle est tu es de face. Bourrelet. Ok, je te montrerai de dos. Ça s'appelle des grosses poignées d'amour. Mais si tu veux. Après, je suis, voilà, c'est ma nature. Je suis fine, mais c'est pas parce que t'es fine que tu n'as pas de cellulite ou que tu es fine parce que tu n'as pas de bourrelet. Et hier, sur toutes les vidéos, mes Insta amis, elle me mettait la main comme ça, elle devait se dire, oula, il y a le petit bourrelet aussi, il est là. Mais en fait, quand tu parles sur Instagram, j'ai dit aux femmes, acceptez-vous telles que vous êtes, parce que la vie, elle est courte. On le sait tous, tu le sais. Hein. Et en fait, si on est toujours à la recherche de ce que l'on aurait pu être ou ce que l'on veut être, on n'y arrive pas. Et en fait, moi, j'ai cette philosophie. Je suis heureuse de vivre et de vivre le moment présent. Est-ce que c'est facile de s'assumer comme on est ? Parfois, c'est pas facile. Faut pas se mentir. Moi, je vais sur 56 ans, c'est dans quelques mois, là. Parfois, le renvoi le matin de la glace, il est parfois difficile. Même le renvoi de l'iPhone, puisque je mets pas de filtre. Jamais dans aucune de mes stories. Je refuse catégoriquement. La vie, elle est difficile. C'est pas Instagram, la vie. C'est pas tout va bien. C'est pour ça que je montre toujours les backstage. Je montre toujours les off aussi. Et puis, je montre, tu vois, ce matin, j'ai montré pas de lunettes, les cernes, les poches, les rides. C'est ça la vie. T'as dit aussi que t'avais plus de complexes jeunes que maintenant. Oui. Et que finalement vieillir, ça t'a aidé. Mais complètement. Mais mais quand je revois les photos, si j'avais su que j'étais mignonne, jolie comme ça, si j'avais su, mais j'aurais déchiré le monde. Mais je ne savais pas. J'avais beaucoup de complexes. J'étais, voilà, les épaules rentrées en avant. Bon là, j'ai mal au dos, mais il faut s'ouvrir et en vieillissant toi aussi. Mais toi, et en fait voilà, j'étais complexée. Ouais, c'est vrai. Et tu l'es toujours ? Non. Ah, c'est bien ça. Zéro complexe. Ah, c'est génial. Rien à faire. Vas-y, tu vas nous expliquer comment on fait pour avoir zéro complexe. Parce que je suis très en phase avec ce que je vois devant la glace. Je vois qu'il y a plein de choses qui ne vont plus. Et j'ai aussi l'amour d'un homme qui me dit, mon amour, pour moi t'es la plus belle du monde, mais on peut pas. Je fais pas partie de ces gens qui disent on peut être et avoir été. J'ai été une jolie femme, ou pour certains une femme banale, pour d'autres une belle femme, peu importe, on s'en fout. Mais maintenant j'ai l'âge de mes artères. Et mes artères, quand ils se regardent et quand je me vois dans la glace, je suis en phase. Je me dis ok, j'ai 56 ans et c'est comme ça. Tu peux pas, voilà. Mon karma est à l'intérieur. Toi, tu as eu donc une première vie à la télévision, un premier mari et tout ça. Et à un moment, tu as dit que tu avais eu cette sensation de t'oublier un peu en tant que femme. Ah oui, complètement. Ah mais oui. Mais moi, je suis une maman, je me suis oubliée dès que mes enfants sont nés. C'est ma priorité, c'était mes enfants, ma fille. Je me suis oubliée en tant que femme, oui, bien sûr, pendant des années. Et je me suis mémérisée. En fait, je l'ai souvent dit dans les stories au début, vous mémérisez pas, parce que moi j'étais partie, voilà, le jogging tous les jours, peu importe. Et je me souviens d'une anecdote que je raconte quand Linda Evangelista est venue chez moi. Elle était tellement belle, Linda. C'est notre époque, c'est Bien sûr. Tu te rappelles, c'est des filles d'une beauté. Ouais. Et la nana, elle est là au petit déjeuner. Et moi, ma fille, elle a 3 mois. J'ai des taches partout sur le t-shirt. J'ai le jogging. J'ai pris 27 kilos, 30 kilos pour ma grossesse. Et tu te dis, ok, là, je suis littéralement oubliée, là. Et en fait, je me suis oubliée pendant beaucoup d'années.
où je me disais c'est pas grave, il y a pas besoin d'avoir le regard d'un autre homme. Moi, je suis pas une femme, je suis pas une séductrice. Je suis quelqu'un, je me suis oubliée. Voilà, je me suis oubliée et je le dis souvent, même avec mon homme là, j'essaye de ne pas m'oublier jamais. Toujours les mains, les pieds, des détails que j'avais oubliés avant. Et c'est bien aussi parce que la vie, tu vois. Tu rattrapes un peu tout ce temps. T'as tout compris. Je rattrape le temps où je me suis oubliée. Et on s'oublie parfois ce qu'on pense à nos enfants, on pense à la vie, on a les tracas du quotidien ou le travail pour beaucoup de femmes qui sont seules. J'ai envie de dire à toutes ces femmes et ces gens qui sont autour de moi et tous les gens qui vont me lire et que la vie est courte et qu'il faut vraiment profiter du moment sans se poser trop de questions. Ne vous posez pas trop de questions. Vivez le moment présent, soyez heureux. Et même dans les moments les plus douloureux, parfois, essayons de puiser cette force qui fait qu'on va donner le coup de pied au fond de la piscine pour essayer de remonter, parce qu'on est vivant. Je suis aussi, tu sais, je suis bénévole dans une maison de retraite, donc je vais voir des petites grand-mères, et ça m'apporte. Oui, je sais, c'est très important pour toi. Ah là là, tu peux pas savoir. Quand je repars de la maison de retraite, j'ai pris mes 1000 énergies. Je parle avec les petites grand-mères, maintenant elles me reconnaissent toutes. Alors j'en ai une attribuée qui s'appelle Alice, qui n'a pas de visite, et autrement je vais voir les autres, et c'est un vrai bonheur. Et je conseille aux gens aussi parfois, tu sais, t'es enfermé dans ta vie, dans ton microcosme, dans tes habitudes, de faire un pas à droite, un pas à gauche, aller donner un peu d'amour à des personnes âgées qui n'ont pas de visite, c'est fabuleux. Comment t'es arrivée là-dedans? Pendant la Covid, j'ai fait des demandes pour parler au téléphone avec les personnes âgées. Et il y a un organisme qui s'appelle Au bout du fil. Donc j'avais postulé en disant que j'aimerais beaucoup donner de mon temps pour parler avec des petites grand-mères ou des grands-pères qui étaient seuls. Et j'ai été recalée, Elsa. Mais non. Oui. Votre candidature ne correspond absolument pas. Vous êtes trop bavarde. Blabla. Blablabla. J'ai été tellement vexée, Elsa, mais vexée, que je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. En fait, je vais pas faire le téléphone. Donc, j'ai fait toutes les maisons de retraite de la région en disant, est-ce que vous cherchez des bénévoles? Voilà. Et un jour, je suis arrivée dans une maison de retraite. Ma coiffeuse m'a dit, mon papa est dans cette maison. Je dis, s'il te plaît, demande si je peux faire du bénévolat. Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit, mais c'est très rare ce que vous dites là. Vous voulez faire du bénévolat? Et j'ai dit, oui, je voudrais parler à des femmes, des grand-mères qui n'ont pas de visite, parce que les autres qui ont des visites, c'est pas la peine. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est mon bonheur, ça me fait du bien. J'ai besoin d'y aller. Et parfois, je dis à Anastasia, je suis pas allée voir Alice, elle va être inquiète et tout ça, il faut que j'aille voir Alice. Elle a quel âge, Alice? Elle a 86 ans. C'est génial. Elle a 86 ans, Anne-Marie, elle a 90, il y en a une qui fait du piano, elle a 100 ans, et je discute, et Gilbert, et j'adore, il a des baskets Adidas comme moi, donc on parle de basket, on parle de tout, on parle de la vie, on parle d'avant, on parle de voilà. Évidemment. Alors, on va te montrer un petit extrait. Vas-y. Alors, en fait, c'est une archive de l'INA de 1966. C'est tiré d'une émission de l'ORTF qui s'appelait Les femmes aussi. Et je me suis dit que ça te plairait. Je ne me rends pas compte que j'ai 85 ans. J'ai cru toute ma vie que j'étais jeune. Je m'intéresse encore à tout à mon âge. Oui, j'ai cru toute ma vie que j'étais jeune. Même lorsque mon fils et puis mon mari sont morts, j'ai continué de croire que j'avais 24 ans. Comme le jour où mon petit garçon est venu au monde. C'est magnifique. Et sa voix, elle est incroyable, sa cette voix, femme. Elle est trop mignonne. Hein, trop mignonne. C'est beau ce qu'elle dit. C'est magnifique. Toi, tu te dis pas que tu te dis pas que t'es jeune encore. Non, moi je dis l'inverse. Je dis que je suis vieille. Mais c'est beau ce qu'elle dit. Comment tu t'imagines plus tard, là? Demain, comment tu t'imagines? Demain dans 10 ans, 20 ans? Demain dans 10 ans. Demain dans 10 ans, 65 ans, je sais pas, je crois que j'aurais pas fait de lifting, je sais pas. Mais tu dis quand même, je crois que j'aurais pas fait. Peut-être t'as envie. Jusqu'à là, pour l'instant, j'en ai pas eu le besoin ni l'envie. Mais va savoir, je sais pas. En fait, je ferai partie de ces filles qui l'ont fait très tard. Donc, je serai encore quelqu'un dès que ça sera novateur parce que les gens le font à 48 ou à 50 ans. Et moi, je suis pour le faire tard. C'est ça que je te dis, celles qui l'ont fait à 50, elles vont devoir le refaire à 60. Mais regarde, tu le fais à 65 et t'en pars à 45. Oui. Donc, non, je dis pas non. Mais dans 10 ans, tout ce que je veux, c'est être heureuse et auprès de mon compagnon. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est que quand il me dit
Voilà, tu connais tout ça. Quand il dit j'espère vieillir encore un peu à tes côtés, ça me transperce et je me dis j'espère que j'aurai pas un arrêt cardiaque s'il arrive quelque chose, que je veux vivre 20 ans, 30 ans avec lui. Parfois je lui dis, tu sais, quand on aura 80 ans, lui, je sais que dans sa tête il se dit j'ai un cancer, ma chérie, j'ai un cancer, ma chérie. Et pourquoi tu vas si loin? Mais moi je veux aller loin parce que j'imagine pas la vie sans lui. C'est tout. C'est ça. C'est ça, dans 10 ans ou 20 ans, je veux être avec lui, je suis désolée. Je veux être à ses côtés et c'est tout ce qui m'importe. C'est vivre à ses côtés en harmonie et heureuse. Je suis désolée. Mais non. Ah, tu me fais pleurer. Mais non, elles sont belles, tes larmes. Même si j'ai une petit endroit, mais avec lui et en santé. La santé, Elsa, c'est tout ce qu'il y a d'important. Voilà. Merci beaucoup, Véronica. Pardon pour ces larmes. Ah non, désolée. Mais non, merci. C'était beau. Merci. Bon, même si t'as aucun symptôme de la ménopause à part la bouffée de chaleur, on t'aime quand même. C'est vrai, tu m'aimes quand même. Au contraire, justement, c'est bien de montrer qu'effectivement, on peut passer cette étape-là sans forcément être anxieuse, souffrir, vivre une mauvaise étape. On peut la vivre différemment. T'en as rencontré quand même des gens qui le vivent aussi différemment. Peu. Je suis vraiment un phénomène. Le phénomène qu'Instagram n'a pas vu venir. C'est le titre de Forbes. Exactement. Comment ne pas ressortir ému par cette rencontre avec Véronica Loubry? Vous savez, quand on rencontre toutes ces personnalités qui viennent nous parler, comme Véronica vient de le faire, on ne ressent pas indemne. On repart avec une petite larme aussi. On est touché. Et le parcours de Véronica Loubry est aussi extrêmement inspirant. Aujourd'hui, avec Instagram, elle a trouvé sa voie. Elle est sa propre productrice, réalisatrice, créatrice de contenu. Et elle réussit à la fois à être épanouie dans son travail et présente pour ses proches. Et épanouie dans sa vie avec ses enfants et l'homme qu'elle aime. Mais qu'en est-il dans le monde de l'entreprise pour les autres? Comment ça se passe? Pas très bien. Un rapport du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui date de 2019, a démontré que les femmes de plus de 45 ans sont victimes d'une double discrimination au travail, liée à leur âge, mais aussi à leur genre. Elles sont plus souvent que les hommes dans des positions d'aidantes, leurs carrières sont plus fragmentées, leurs retraites plus petites, et elles sont davantage perçues comme obsolètes. Quelle place est faite au travail à une femme qui traverse une ménopause avec des symptômes plus envahissants? Le monde du travail est-il adapté aux besoins spécifiques des femmes qui traversent la ménopause? J'ai eu envie d'aller discuter de tout ça avec Laetitia Vito, autrice et conférencière, spécialiste de la productivité, de l'âge et du travail des femmes. Laetitia, comment vous expliquez qu'une femme à partir de 45 ans se trouve discriminée au travail ou dans sa carrière, voire les deux? Au fil des années, les femmes accumulent en fait un certain nombre de problèmes ou de freins qui ont été mis sur leur chemin. Donc, quand vous avez été plusieurs années, soit à temps partiel parce que vous avez eu des enfants, soit à avoir été harcelé ou avoir vécu un plafond de verre, avoir votre carrière qui s'est tassée, vous arrivez souvent à un moment de votre carrière, quand vous n'avez pas percé le plafond de verre et eu cette carrière bien linéaire, un moment où vous affrontez encore plus de déception. Et puis, c'est un tournant difficile parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. C'est ce qu'on appelle la fameuse génération sandwich. Donc, vous avez encore des enfants que vous avez eu tard, si vous en avez eu. Ils sont adolescents, etc. Mais vous avez déjà des parents qui parfois peuvent être malades. Et puis, vous avez parfois des reconversions professionnelles et tout qui se rencontre en même temps. Et donc, c'est un tournant, et plus particulièrement pour les femmes qui sont responsable de l'essentiel du travail gratuit, de l'essentiel du travail domestique et de l'essentiel du soin aux autres, parents, enfants, etc. C'est un moment de rencontre de tout un tas de choses. Et alors, comment se traduit ce tournant justement concrètement? On a des femmes qui ont eu des enfants, des grossesses, et puis se retrouvent dans ce moment de ma carrière n'est pas là où je voudrais, moment de prise de conscience, et qui se reconvertissent professionnellement, qui changent de voie et qui quittent
le monde dans lequel elles ont évolué jusqu'ici. Parce que trop, c'est trop. Parfois, elles quittent l'entreprise, parfois, elles quittent leur métier et elles veulent travailler autrement dans d'autres conditions. Donc, les femmes sont un peu leaders pour ce qui est des reconversions professionnelles et de l'invention de parcours beaucoup plus individualisés. Inventer une vie professionnelle qui nous convienne, avec du sens. Et donc, attention aux idées reçues parce que les marqueurs de l'âge sont plus aussi clairs qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas un âge égal une situation de vie ou une situation professionnelle. C'est très fragmenté. Et avoir 50 ans, en fait, ça veut tout dire. On peut être dans tout un tas de situations différentes. On peut être comme une trentenaire au début d'une deuxième carrière. On a opéré une reconversion et on débute comme quelqu'un de plus jeune. On peut avoir tout juste divorcé et puis avoir ses enfants et chercher un nouveau logement. Ou à l'inverse, on peut être dans une carrière linéaire, être senior, être manager, avoir plus de temps parce que les enfants sont partis, etc. Donc en fait, attention à ne pas plaquer sur un âge tout un imaginaire qui est celui de cette linéarité où un âge égale une situation de vie. Alors, et les symptômes de la ménopause qui sont parfois très invalidants, nous freinent-ils aussi dans notre carrière? Après, une femme qui vit une bouffée de chaleur, ça n'empêche pas de travailler. Enfin, la plupart du temps, même un petit brouillard cognitif. Enfin, c'est pas comme si on devenait des incapables. À ce moment-là, ça nous donnerait du grain à moudre à l'idée qu'il faut surtout pas recruter ces femmes-là, parce que si elles sont complètement improductives, c'est pas du tout ce que vivent les femmes de 50 ans. Elles se sentent pleines d'énergie, professionnellement parlant, et pleines de capacité à travailler. C'est pas les symptômes qui les empêchent de travailler. C'est une question de la place qu'on vous accorde et le regard qu'on pose sur vous. Donc, je pense que c'est beaucoup une question de regard. Le problème n'est pas le symptôme, le problème est surtout le fait d'avoir peur que ce symptôme soit utilisé contre vous comme un bâton pour vous battre. Donc, il y a ce double standard dont parlait Susan Sontag en 1972, qui dit que une femme qui prend de l'âge est une femme qui vieillit, alors qu'un homme qui prend de l'âge est un homme qui gagne en crédibilité professionnelle. Les tempes poivre et sel sont associées dans notre imaginaire à quelqu'un qui a la maturité pour manager une équipe et puis diriger un navire avec toute l'expérience qui l'enrichit. Donc tant qu'on a ce double standard, c'est le frein principal pour oser en parler. Est-ce qu'au bout du compte, est-ce qu'on a intérêt, Laetitia, à faire savoir ce que c'est la ménopause dans le monde du travail? En gros, les femmes ménopausées, c'est le vivier dans lequel demain on va recruter. Parce qu'il y a très peu de jeunes, il y en a, et il y en aura encore moins. Et parce que quand on regarde les classes d'âge qui vont arriver à la ménopause ou qui y sont déjà, c'est des classes d'âge nombreuses, c'est des personnes qui vont encore travailler 15 ans, 20 ans parfois. Donc, il y a tout intérêt à mieux les valoriser, apprendre à les connaître et puis apprendre à les retenir. Et évidemment, les entreprises, leur responsabilité, c'est aussi d'avoir un environnement de travail inclusif qui est compatible avec ce que vivent leurs salariés. Donc, en effet, ça peut être un peu plus de télétravail, un peu plus de flexibilité, des horaires un peu aménagés dans certains cas, ou puis de la souplesse, et puis aussi de l'écoute et du bon sens. Souvent, c'est pas grand-chose. Parler des symptômes, parler des bouffées de chaleur, parler d'éventuels congés, parler d'un aménagement du travail et de l'ergonomie pour le rendre plus facile et plus agréable pour des personnes qui vivent des phases de transition hormonale fortes. En fait, l'universel n'est pas que masculin. Voilà, l'universel est masculin et féminin, il faut l'adapter. Donc, la ménopause, ça vient. On commence tout doucement à en parler en entreprise aussi. Jusqu'ici, c'était quelque chose de très tabou. Et c'est peut-être encore plus tabou que les deux autres M. Il y a les 3 M, menstruation, maternité et ménopause, parce que c'est associé à l'idée de je suis périmée sur le marché du travail, dans un contexte où les femmes sont souvent valorisées pour leur jeunesse, parce que on ne le dit pas comme ça, mais c'est souvent ça. On ne cherche pas que leurs compétences professionnelles, on cherche aussi l'aspect physique de ce qu'on définit comme étant une désirabilité associée à la jeunesse, etc., etc. Donc, elles restent souvent encore, gardent encore un peu ce statut d'objet. Leur valeur dépend de la jeunesse perçue. Et donc, dire qu'on a la ménopause, c'est dire qu'on est vieille. Donc, en danger, peur d'être décrédibilisée, d'être jugée,
inemployable, ringarde, etc. Donc, il y a une réticence des femmes elles-mêmes à mettre le sujet sur la table. Je comprends les réticences à en parler parce qu'en effet, ces sujets qui nous ramènent à la nature ont historiquement été utilisés pour nous décrédibiliser, en fait, pour nous rendre... on serait moins rationnel, moins performante, moins ceci, moins cela. Donc, je comprends bien les craintes, mais je pense que là, on est arrivé à un niveau de maturité culturelle où l'idée est de dire, en fait, il faut en passer par une meilleure connaissance de ce que sont toutes ces corps, de ce qu'est l'universel dans sa dualité, dans sa pluralité. Et donc, il faut savoir ce que c'est qu'une femme qui a la ménopause. C'est juste la moitié de l'humanité qui passe par là, quoi. Et si oser parler de nous et de nos différences était déjà un pas vers plus d'égalité, mais oui, ça, j'en suis certaine. Merci à Laetitia Vito de nous aider à oser rêver d'un monde du travail qui s'adapterait aux femmes et non l'inverse. D'ailleurs, je vous conseille son livre « En finir avec la productivité », critique féministe d'une notion phare du monde du travail, qui est disponible aux éditions Payot et Rivage. Merci évidemment à notre Véronique Aloubry pour son regard positif et sensible sur la vie. Son livre « La vie m'a réservé bien des surprises » est publié aux éditions Le Duc. Cet épisode a été réalisé par Marie Braun, mixé par Célia Brondeau et mis en musique par Alban Claudin. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!